Merci d'être si nombreux pour une nouvelle soirée des jeudis de l'HNE, donc conférences publiques qui ont lieu un jeudi par mois sur des thématiques de santé publique. Pour ce mois de février, ce premier jour du mois de février, nous allons entendre deux femmes brillantes qui vont vous parler des soins intensifs et de la question délicate de l'acharnement thérapeutique. Nous entendrons en premier lieu la doctoresse Regula Dürcher-Zenklusen, qui est médecin-chef du service des soins intensifs de l'hôpital neuchâtelois. Alors, comme elles ont des bios assez longues, je vais me permettre de lire. Elle a effectué ses études de médecine à Berne. Elle dispose d'un FMH en médecine interne et en médecine intensive, obtenu respectivement à l'Inselspital et au HUG à Genève. Elle a rédigé plusieurs articles en lien avec la préférence des patients pris en charge aux soins intensifs. Dans un deuxième temps, nous aurons plaisir d'entendre Samia Hurst, bioéthicienne et médecin connue en Suisse et bien au-delà. Formée à Genève puis aux États-Unis, elle est consultante du Conseil d'éthique clinique des hôpitaux universitaires de Genève, responsable de l'unité d'éthique clinique du CHUV et directrice de l'Institut éthique, histoire, humanité à la faculté de médecine de Genève. J'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue au nom de la direction générale de l'hôpital neuchâtelois, dont je suis le chargé de communication. Je vous souhaite une excellente soirée et à tout à l'heure. J'aimerais vous donner également ma cordiale bienvenue. Évidemment, ça fait très très plaisir de voir un auditoire plein. J'espère qu'à la fin des conférences, vous seriez satisfaits et que nous aurons pu vous donner quelques réponses à vos interrogations. Donc, le sujet soins intensifs, comment éviter l'acharnement thérapeutique. Je me suis dit, ou je réalise dans mes discussions avec des non-professionnels, souvent que c'est difficile à savoir qu'est-ce que c'est les soins intensifs. Et je pense qu'avant de pouvoir répondre comment éviter l'acharnement thérapeutique, je voulais vous donner juste quelques images et une petite description de ce que c'est les soins intensifs et qu'est-ce qu'on y fait. Et puis, l'acharnement thérapeutique, je pense que chacune dans cette salle a une autre idée, notion de ce que c'est l'acharnement thérapeutique. Donc, voilà, pour parler en images, ça c'est une des chambres de notre service des soins intensifs. Là, une situation assez calme, mais vous voyez quand même, il y a des moniteurs, il y a un équipement qu'on ne trouve pas dans une chambre d'hôpital tout à fait standard. Là, il y a un de mes collègues qui se prépare à mettre ce qu'on appelle une voie centrale, un cathéter au niveau d'une veine, au niveau du cou, parce que le patient il a besoin de médicaments qu'on ne pourra pas administrer si on n'a pas cet accès. Vous voyez qu'il est entouré, il y a ce qu'il y a chez tous les patients des soins intensifs. Il y a déjà un moniteur où on verra l'activité cardiaque, la respiration, peut-être la pression, éventuellement d'autres surveillances. Ça serait l'écran du respirateur artificiel qui actuellement n'est pas allumé et pas actif chez ce patient. Il y a plein de pompes à côté pour administrer des médicaments. Et puis là, la situation d'une patiente qui est vraiment très, 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 très malade. Vous voyez qu'il y a des équipements encore plus lourds. À droite, là, l'appareil bleu, c'est un appareil de dialyse pour suppléer à la fonction des reins. Et puis, dans le fond, vous voyez de nouveau un équipement relativement chargé. Il y a aussi là un appareil qui permet de réguler la température du patient un peu vers le haut et vers le bas. Bon, sauf ça, juste pour parler en quelques images. Après, pour donner quelques termes, donc, qu'est-ce qu'on fait dans les soins intensifs? Qu'est-ce que fait la médecine intensive et quelles sont les conditions? On est une unité spécialisée, on a des exigences architecturales, on a évidemment des exigences d'équipement, on a des exigences d'une équipe pluridisciplinaire spécialisée. En tout cas, si on veut être reconnu par la Société suisse de médecine intensive, ce qui est le cas de notre service. Et puis, on y prend en charge des patients dits en état critique. J'y reviendrai encore sur ce terme. Pour les patients pas trop malades, et puis on en a qu'on y met surtout pour surveiller, pour monitorer, pour nous rendre compte dès qu'il y a une aggravation qu'il faut intervenir. Et puis d'autres, justement, comme les illustrations que vous avez vues tout à l'heure, où vraiment on met en route des traitements plus ou moins poussés, plus ou moins lourds.
dans des situations, enfin, pour des patients dont on considère, on espère en tout cas que les situations soient au moins potentiellement réversibles. Si nous avons les arguments pour dire de toute façon ce n'est pas réversible, on ne va pas admettre le patient dans le service. Et puis aussi, on fait ceci en accord avec le patient, s'il peut s'exprimer. Si lui ne peut pas s'exprimer, on cherche en tout cas l'avis des proches ou du représentant thérapeutique, du médecin traitant. Des fois, on doit décider tout seul, surtout dans l'urgence. Alors, voilà, patient en état critique, ça peut toucher tous les organes. Au centre ou au début, j'ai mis le cœur. Une des situations qui amène les patients aux soins intensifs, c'est un infarctus du myocarde. Actuellement, la majorité de ces patients sont plutôt transférés directement à l'Inselspital pour qu'on ouvre leurs artères. Et puis, c'est vrai, comme cette méthode a amélioré beaucoup la situation, nous, on voit de moins en moins. Mais si ça se complique, ils viennent chez nous par la suite. Vous connaissez la filière neurologique qui s'occupe des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Ces patients passent aussi en général 24 heures chez nous, essentiellement pour le monitoring, pour que si jamais la situation s'aggrave, qu'on puisse agir tout de suite. Après, on admet des patients avec des infections graves, et là je citerai la pneumonie, qui est un peu connue chez tout le monde. Toutes les patients, enfin, toute pneumonie ne doit pas passer aux soins intensifs, ça veut dire que ça a une gravité qui nécessite une prise en charge qui ne peut pas être garantie dans un service non soins intensifs ou soins continus. Après, voilà, il y a des patients qui ont des hémorragies sévères, que ce soit dans le contexte d'un trauma, que ce soit par exemple sur un ulcère gastrique. Il y a des troubles métaboliques, et là je citerai par exemple le diabète, quand il est complètement décompensé, c'est aussi une situation qui amène les patients chez nous. Évidemment, si une situation amène à une défaillance d'un ou de plusieurs organes auxquels on peut suppléer. Justement, j'ai mentionné les traumas sévères. Il y a aussi des patients qui viennent en électif après certains types d'opérations parce qu'on sait qu'il faut vraiment pouvoir les surveiller de près et agir rapidement. Et j'en passe, c'était juste une petite liste de patients. Après, question où j'ai beaucoup plus de peine à répondre. L'acharnement thérapeutique, c'est quoi? J'ai essayé de donner quelques réponses. Alors, je dirais, à mon avis, si, que ce soit les professionnels, que ce soit le patient, à la limite, que ce soit les proches, qui veulent retarder la mort, je dirais, à tout prix, qui ne veulent pas regarder en face et ne pas accepter le fait que, quoi qu'on fasse, la mort, elle est là. Un peu dans d'autres mots, on peut aussi dire quand les mesures destinées à prolonger la vie représentent finalement une fin en soi, ça ne doit jamais être le cas, il doit y avoir quelque chose derrière. Après, il y a beaucoup de subjectivité quand commence l'acharnement thérapeutique. C'est aussi une appréciation justement de futilité d'un traitement. Ça veut dire qu'on considère que le traitement, il ne sert à rien. En tout cas, il ne sert pas à rétablir un état de santé ou une qualité de vie satisfaisante. J'espère que pour les professionnels, ce n'est pas trop le cas, mais dans l'expérience, en tout cas pour les proches qui, évidemment, n'ont pas les connaissances médicales spécifiques, c'est aussi un jugement établi à partir de normes, de valeurs, de qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Mais au niveau médical, évidemment, nous partons déjà de la situation médicale et puis de nos connaissances, de nos expériences, et puis de savoir est-ce qu'on peut apporter quelque chose. Mais ce jugement, il reste quand même souvent subjectif. Le fait qu'on parle beaucoup d'acharnement thérapeutique, c'est évidemment d'un côté le témoin qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui et que peut-être des fois on va trop loin, mais c'est aussi le témoin du fait qu'aujourd'hui, la population elle a beaucoup plus peur d'un surtraitement, qu'on ne lâche pas même s'il n'y a pas d'issue favorable, que de ne pas recevoir les soins adéquats. Et
pour être humble, des fois aussi, on sait qu'après coup, qu'à un moment donné, qu'on est entré dans l'acharnement thérapeutique. Alors, pour illustrer un peu, je vais parcourir une situation, une des nombreuses situations réelles vécues. Si vous avez envie d'interagir, vous pouvez interagir. Donc, il s'agit là d'un patient de 78 ans, donc déjà un certain âge, qui a un diabète, mais sinon, il est en assez bonne santé habituelle. Il vit d'une manière indépendante à la maison avec son épouse, il a une fille. Il est admis à l'hôpital avec de la fièvre, il tousse, il crache, il a beaucoup de peine à respirer. Et puis, nous, on diagnostique effectivement qu'il a une pneumonie, mais avec des répercussions au niveau de plusieurs organes. Alors, que faire de ce patient de 78 ans? C'est un patient qui nous parle de sa qualité de vie et qui nous parle de son envie de se battre et d'aller de l'avant et de rentrer chez sa femme. Donc, on convient avec lui de ce qu'on appelle d'une attitude maximaliste, qui, dans ce contexte-là, comprenait de l'endormir, de l'intuber, ça veut dire brancher au respirateur artificiel, de mettre tous les médicaments qu'il faut pour soutenir les différents organes qui ne fonctionnaient encore, mais pas à merveille. Et puis, effectivement, après 2 semaines de traitement, le patient s'était suffisamment amélioré qu'on a pu de nouveau enlever le tube, ce qu'on appelle l'extubation. Par contre, le patient, après ces 15 jours, il était extrêmement faible. Et puis, on a vu sur les prochains jours qu'il n'arrivait pas à tousser suffisamment pour cracher les glaires qui restaient encore dans ses poumons. Et se poser la question, est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que si on va plus loin, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique? Nous avons de nouveau, heureusement, pu discuter avec le patient qui disait qu'il avait toujours envie de se battre et puis qu'il n'était pas du tout prêt à lâcher. Nous avons considéré qu'il y avait tout à fait encore des chances qu'il pouvait récupérer, mais qu'il fallait plus de temps. Mais pour faire ça, il fallait de nouveau le rendormir, qu'il fallait lui donc le remettre le tube. Mais on a dit d'emblée, mais pour que ça ait une chance que ça tienne après, il faudra qu'on passe rapidement par la case de ce qu'on appelle la trachéotomie. Donc ça veut dire mettre le tube à travers la peau directement dans la trachée, parce que c'est moins inconfortable que d'être branché en ventilateur avec un tube qui passe par la bouche. Donc lui, il était... Mais ça veut aussi dire que le patient, il ne peut pas parler pendant qu'il a cette trachéotomie. Donc, on avait discuté ce projet. Lui, il était favorable. Nous, on était favorables à entrer en matière. Et on a assisté à un sevrage assez lent de ce soutien ventilatoire. Et finalement, après 6 semaines, il avait suffisamment d'autonomie pour respirer tout seul. On a pu enlever cette canule. Ça lui a rendu la parole, ce qui est quand même quelque chose de très important. Et là, il était suffisamment bien pour qu'il a pu quitter notre service, les soins intensifs. Vous imaginez bien qu'après 8 semaines de soins intensifs, on ne va pas rentrer tout de suite à la maison. Donc, comme la majorité des patients, là, en ce moment-là, il est monté dans le service de médecine. N'empêche, on avait convenu avec lui, s'il devait arriver un gros pépin, si son cœur devait s'arrêter, qu'on n'allait pas mettre de mesures de réanimation. Donc ça, c'était une sorte de directive anticipée qu'on a mis dans le dossier. Et finalement, après encore à peu près 6 semaines ou 8 semaines en médecine ici, puis encore 1 ou 2 mois à Landayeux, le patient, il est rentré à domicile. Alors, voilà, j'ai mis, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique? Le patient est rentré à la maison, lui, il était content, sa femme était contente, sa fille était contente, donc non, je dirais que ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique. Mais malheureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. 2 mois plus tard, le patient, il se représente aux urgences. Il a de nouveau une pneumonie, elle est moins grave. Cette fois-ci, il n'y a pas tellement de répercussions sur les autres organes, mais n'empêche, se pose la question. On voit quand même de nouveau qu'il a besoin d'un cadre, soit continu, soit intensif. Est-ce qu'on le refait, est-ce qu'on ne le refait pas?
pour couper court, parce qu'on n'a pas 5 heures ce soir, en accord et aussi un peu sur le désir du patient, on a décidé de le réadmettre dans notre service, mais on a convenu, et ça c'était lui qui disait clairement, oui, moi j'ai toujours envie de vivre et j'aimerais me battre et j'aimerais de nouveau rentrer à la maison, mais je n'aimerais quand même pas refaire un séjour comme je l'ai fait de 5 mois. Ça, j'ai vraiment plus le courage et je n'aimerais plus qu'on mette le tube. Donc on a fait ce qu'on appelle le contrat limité, on a dit, on met des mesures, mais on ne va pas mettre tous nos moyens. Et cette fois-ci, effectivement, j'ai dit c'était moins grave et il a pu rentrer à la maison de nouveau 2 semaines après le début d'hospitalisation. De nouveau, donc c'est un deuxième séjour après une longue hospitalisation et puis un relativement court intervalle. Donc il y a des questions qu'on se pose. Et encore pas fini, il a fait 4 mois à la maison et puis là, il revient encore une fois, de nouveau une pneumonie. Et puis cette fois-ci, c'est au moins aussi grave que lors de la première hospitalisation. De nouveau, grande question, qu'est-ce qu'on fait? On était d'accord entre lui-même, sa famille et notre avis médical que cette fois-ci, c'était la fois de trop et que là, on allait assurer des soins de confort. Et là, le patient, effectivement, il est décédé 48 heures plus tard. Je vous laisse réfléchir si pour vous, cette prise en charge, si vous étiez concerné, si vous trouvez que c'est adéquat ou pas. Alors, qu'est-ce que je vois? Comment on peut éviter l'acharnement thérapeutique? Je dirais la première chose, c'est que ce soit sur le plan des professionnels, mais aussi que ce soit sur le plan des patients et des proches, c'est de reconnaître et d'accepter qu'il y a des limites thérapeutiques. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on peut pas. La vie, elle est définie, elle est limitée. Ça, c'est important. Après, pour éviter l'acharnement thérapeutique, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est justement qu'il y a une bonne communication, idéalement, entre le patient, s'il est capable de s'exprimer. Des fois, ils ne peuvent plus. Donc, une bonne communication entre l'équipe soignante et le patient, si lui, il ne peut plus s'exprimer, si possible, avec ses proches et ou les représentants thérapeutiques. Le patient, tout le monde a la possibilité de faire part de ses volontés. Si on veut que les professionnels fassent ce qu'on souhaite et surtout qu'ils ne fassent pas ce qu'on ne veut pas, il faudrait bien que ce soit connu, que ces volontés soient connues. Et puis, par contre, il faudra que ces volontés soient adaptées à la situation du patient. Il y a la possibilité de faire ça sous une forme écrite, ce qu'on appelle les directives anticipées écrites. Et puis, évidemment, si quelqu'un parle à ses proches, à son médecin traitant, et que c'est connu ce qu'il veut, c'est déjà une bonne chose, mais c'est clair pour nous, mieux c'est encore si c'est écrit. Alors, directive anticipée, c'est justement un instrument d'autodétermination qui permet aux patients d'écrire si je refais, par exemple. Mais c'est plus simple de faire une directive anticipée si on a déjà un certain vécu. Si je prends ce patient qui a fait 5 mois de soins intensifs, il y en a d'autres qui écriraient « Plus jamais je veux ça, vous avez fait un bon travail, mais je n'aimerais pas refaire ça ». Si on est en bonne santé, je trouve extrêmement difficile d'écrire des directives anticipées qui font du sens. Donc, dans ces directives, on peut justement consigner ce qu'on aimerait ce qui soit fait et surtout ce qu'on aimerait ce qui ne soit pas fait. À savoir que, juridiquement, la loi dit que l'équipe soignante, médico-soignante, elle est tenue à respecter ces directives anticipées. Donc, si quelqu'un me dit « je refuse l'intubation, je n'ai pas le droit d'intuber ce patient », ou alors, Par contre, c'est clair, il ne peut pas demander des choses qui sont illégales. Le patient qui écrit « je veux, quand je arrive à l'hôpital, qu'on fasse de l'euthanasie », je ne vais pas faire de l'euthanasie, c'est contre la loi. Donc il faut que ce soit compatible.
Et puis, il faut que le patient il ait écrit ses volontés vraiment librement, sans pression. Ce n'est pas la famille qui a dit « oui, mais la prochaine fois que tu vas à l'hôpital, moi, je ne veux plus ». Non, c'est le patient. Hein, c'est le patient qui doit dire. Et il faut que ça reflète encore la volonté. Donc, une directive qui date d'il y a 10 ans n'a évidemment pas la même valeur qu'une directive qui est actualisée régulièrement. On peut écrire ça sur une feuille blanche, comme on peut utiliser des chablons, enfin des formulaires. Il y a différentes institutions qui en font. Là, c'est juste un exemple. Il y a des formes relativement simples, relativement courtes. Après, il y a des formulaires qui sont plus détaillés. Je ne vais pas entrer en détail. Je vais peut-être juste revenir brièvement sur cette page-là, où on peut s'exprimer vraiment par rapport à différentes situations qui sont assez classiques et où vraiment ça peut nous aider beaucoup dans les décisions. Par exemple, où se dit si je deviens incapable de discernement à la suite d'un événement aigu, etc., j'exige qu'on renonce à toutes les mesures qui n'auront pour seule conséquence que de prolonger ma vie et mes souffrances. Voilà, ça paraît assez logique. Après, par exemple, le paragraphe concernant l'alimentation artificielle, que le patient autorise ou autorise pas qu'on mette en route une alimentation artificielle. Je pense que ça a surtout, enfin particulièrement un intérêt chez les patients qui sont atteints d'une démence, où ça peut être assez crucial. Ils peuvent s'exprimer si, en cas d'arrêt cardio-respiratoire, s'ils souhaiteraient qu'on fasse des mesures de réanimation ou pas, et ainsi de suite. Il faut que le document soit signé, il faut que le patient soit capable de discernement. Je ne sais pas, peut-être ma collègue, elle en parlera encore un peu de ça. Et puis, je me suis permise de juste montrer quand même 2-3 directives anticipées qui ne sont pas toutes très utiles. Donc là, par exemple, c'est une directive... ce qui est noté là, pour moi, ça va tellement de soi. Et je dirais, je ne peux pas m'imaginer que dans tous les services de soins intensifs, mes collègues ne partagent pas cet avis, on renonce à toutes les mesures qui visent au prolongement de la vie. Si le pronostic est sans espoir, je peux vous dire, chez nous, si le pronostic est sans espoir, nous sommes les premiers à nous approcher de la famille pour dire, écoutez, ça n'a pas de sens qu'on continue. Si mes fonctions vitales font défaut et que mon état mène sans autre à la mort, en tout cas, nous, on va proposer un retrait thérapeutique si c'est ça. Je souhaite que les traitements soient interrompus si les atteintes à mon cerveau sont telles qu'elles ne permettront raisonnablement plus jamais de reprendre conscience. Voilà. Pour moi, c'était quasi blessant qu'on me donne des directives anticipées dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est une évidence qu'on agirait comme ça. Donc, on a quand même compris le message chez cette patiente, donc on a quand même admis chez nous pour un soutien, mais un soutien qui était de nouveau limité. On a clairement décidé de ne pas recourir à l'intubation, et puis clairement qu'on allait renoncer à des mesures de réanimation. Je me suis permis de m'approcher de la directrice de cet home pour lui dire que ce genre de directive anticipée ne nous était pas vraiment utile. Et elle a pris ça très au sérieux et ils ont travaillé dessus. Elle m'a envoyé la nouvelle version, on l'a discuté un peu ensemble et puis on est résulté un document qui, à mon avis, devenait utilisable et utile. Et voilà, donc cette dame, cette patiente, finalement, elle a pu rentrer au home 2 semaines plus tard. Une autre directive anticipée qui illustre bien la difficulté, des fois, de comprendre les enjeux. Donc là, ce patient ou cette patiente a coché qu'elle ne voulait pas bénéficier de mesures, que ce soit diagnostico-thérapeutiques lourdes et invasives qui visaient à préserver sa vie. Ok, je comprends bien. Elle veut par contre être transférée à l'hôpital pour préserver sa vie, mais pas de mesures invasives. Par contre, quand je lis après,
que cette personne, en même temps, elle coche qu'elle veut bénéficier d'une réanimation, parce que là, ça veut dire, on meurt, le cœur s'arrête. Après, il y a peu de gestes plus agressifs et plus invasifs qu'une réanimation cardio-pulmonaire. Donc clairement, là, pour moi, c'est une situation où la personne n'a pas vraiment compris. D'autant plus qu'elle ne veut même pas un apport de liquide et de nourriture. Donc vous imaginez bien que ce genre de directive, de nouveau, ça ne nous aide pas beaucoup. On a fait un peu comme dans l'autre situation, et puis cette patiente aussi, finalement, quand même pu rentrer sur son lieu de vie. Et encore une dernière, que je trouvais aussi un peu perturbant. Jusque-là, ça va très bien. Donc, patient qui dit que les traitements médicaments... j'aimerais avant tout obtenir que les traitements médicaux servent avant tout à alléger mes souffrances. Pour moi, il n'est pas prioritaire de prolonger ma vie à tout prix. Je suis prête à accepter que le fait de renoncer à certains traitements médicaux puisse abréger ma vie. C'est particulièrement vrai pour moi. Et puis, un peu pour moi étonnant, sur la page suivante, que cette personne écrit vis-à-vis de la réanimation cardiaque, je pense que cela vaut de la peine d'être tenté. Donc voilà, je pense que c'est une question surtout aussi de compréhension. Il a apparemment discuté avec sa fille et puis une des infirmières du home. Et ce qui devait arriver est arrivé, malheureusement. Un jour, le patient, il est retrouvé par un des soignants avec beaucoup de peine à respirer. Il y a eu un moment d'hésitation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Quelqu'un disait, oui, mais elle vient d'établir de nouvelles directives anticipées, donc il faut appeler le 144. Le 144 est averti, le SMUR arrive. Selon, effectivement, cette directive anticipée, le patient il a été réanimé et puis amené dans notre service où malheureusement, nous avons dû constater que le cerveau il avait vraiment beaucoup trop souffert. Le patient il restait en coma profond en absence de tout calmant. Et ce coma persistait après 24 heures. Là, j'ai parlé avec les proches, je leur ai expliqué la situation. Et après 36 heures à peu près, dans une situation sans issue, on a fait un retrait thérapeutique et le patient, il est décédé. Voilà, je n'ai peut-être soulevé plus de questions que j'ai apporté de réponses, mais comme il y a la professeure Hurst qui va me suivre, je lui passe avec plaisir la parole. Je vous remercie de votre attention et évidemment, je suis à disposition pour des questions par la suite.